choses, j'allais dire, donc c'est quand même une bonne maison pour ça. Donc je le souhaite évidemment. On va essayer aussi, à travers les universitaires qu'on a pu rencontrer pour ce tournage, d'avoir une diffusion au moins au niveau des universités, des alliances françaises, pourquoi pas. Enfin, on a très envie que ce film, qui vit beaucoup en fait depuis sa diffusion en décembre 2017. Sur France O. Sur France O d'abord, ensuite sur France 3 dans différentes régions. Donc Arte le distribue, je l'ai déjà dit, mais en fait il est dans beaucoup. C'était le mois du documentaire partout en France, donc il a beaucoup circulé, il circule encore. Et vraiment, j'espère qu'il va avoir une longue vie. On voit bien que le thème est à la fois universel et intemporel. Je veux dire, malheureusement, aux États-Unis, la question est loin d'être réglée. Donc, je pense que c'est une page importante de l'histoire américaine qui convient d'être vue, effectivement. Mais l'histoire est-elle connue là-bas, au moins? Très peu connue. De manière générale, les Américains se moquent un peu de la Première Guerre mondiale. On voit bien avec Trump qui ne veut pas aller finalement se recueillir au cimetière de Bellow, qui est une des batailles les plus meurtrières pour les Américains, une des premières, une des plus meurtrières, sous prétexte qu'il pleut. Je trouve ça personnellement vraiment tragique pour les Français qui l'accueillent, mais pour les Américains, c'est un signe terrible en fait. Et je parle même pas d'aller visiter les cimetières de soldats noirs, puisque les cimetières américains, les cimetières militaires étaient aussi ségrégés. On enterrait les noirs différemment des blancs. Donc voilà, c'est une histoire qui est très peu connue là-bas. Combien d'années de travail, combien de temps? Parce que c'est quand même une somme d'archives absolument incroyable. Alors, l'histoire, je la connais depuis en gros 2013-2014. En fait, ce sont ces universitaires qu'on a vus, John Morrow, qui est dans cette salle de classe, là, comme un petit écolier, et Jeffrey Sammons, qui nous amène voir la statue d'Henry Johnson. Ces deux universitaires ont coécrit donc un livre, une somme, dont j'avais reçu une copie. C'est eux qui ont exhumé vraiment l'histoire, qui ont aidé un sénateur de New York à obtenir la médaille d'honneur du soldat Johnson. Donc j'allais dire, il y a une prise en main idéologique par les chercheurs américains, noirs américains en particulier, pour que ces histoires-là positives sortent. C'est une histoire américano-française, ça continue à être une histoire américano-française ou franco-américaine, c'est étonnant quand même. Complètement, oui. Après, en France, on a une mémoire on a déjà une histoire plus longue, et on a une meilleure mémoire quand même que les Américains, clairement, sur ces sujets-là. Donc 2014, le début et la fin du travail? La fin, donc en fait, on a eu quand même assez de difficultés à vendre cette histoire, parce que... Il était plus difficile de vendre l'histoire que de chercher les archives? J'allais dire oui. Ouais. La chance que, alors ça je veux dire, ça c'est de la cuisine de production, c'est pas l'essentiel, c'est que ce film existe et c'est vraiment grâce à François. Donc ça c'est quand même quelque chose à signaler. François, c'est 200 documentaires par an, 250 si on ajoute aussi les stations d'outre-mer qui réalisent des documentaires. Donc c'est quasiment la moitié des documentaires du service public, et on sait qu'en 2020 cette chaîne va fermer. Donc c'est quand même, pour nous, assez terrible d'imaginer l'engorgement qu'il va y avoir pour essayer de trouver des places pour ce genre de sujet dans les chaînes de service public. Bon, voilà. C'est même assez étonnant d'ailleurs que ce documentaire ait trouvé un débouché sur la chaîne des Outre-mer, parce que en principe ce sont les Outre-mer françaises. Mais là il y a une sorte d'amalgame entre Noir de peau et Outre-mer immédiat. Donc une histoire comme celle-ci, qui est celle des Africains américains, trouve sa place sur la chaîne des Outre-mer en France, mais pas sur une chaîne nationale générale. Complètement, il faut, j'allais dire, la sensibilité, l'intelligence d'une personne de François, Béatrice Nivois pour la nommer, oui, qui accueille ce projet en disant oui, effectivement, ce film ne peut pas exister d'une certaine façon. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est pas mon film, c'est cette histoire qui mérite d'être connue. Donc effectivement, et alors le problème, j'allais dire, c'est que François, quand on fait un film pour François, quand on fait un film pour France 2, France 3 ou France 5, les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut partir de là. Ce qui veut dire que le temps de fabrication est forcément réduit. On n'a pas 1 an et demi, 2 ans pour travailler sur un film, on est obligé d'aller plus vite. Et la chance que j'ai eue, quand ils ont commandé ce film, je pense que c'était avant l'été 2017, donc 6-7 mois avant la diffusion, c'était très très court. Mais comme je connaissais très bien l'histoire, je savais où étaient les archives puisque j'y avais travaillé de manière un peu personnelle avant, on a pu faire vite. Donc, ce qui explique aussi l'armée française vous a ouvert ses archives facilement? Oui, en fait, ils sont ravis de montrer ça, de pouvoir dire, parce qu'on sait exactement la face sombre de l'armée française au fort de Vincennes. Le service historique de la Défense a ouvert les portes volontiers. C'est génial d'avoir retrouvé ces archives
en fait, la chance que l'on a, c'est que ce régiment a été versé à l'armée française. Sinon, il n'y aurait eu aucune image, quasiment, à part peut-être le défilé de la fin du mois de février 1919. Là, c'est tourné par les Américains. Toutes les autres archives sont filmées par l'armée française, en réalité. Donc ça, c'est une chance pour nous d'avoir à la fois la vie du régiment une fois qu'il est arrivé en France, et toutes ces images. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a plus que pour certaines armées coloniales, par exemple, un troupe colonial qui était en France. Le recours au dessin était indispensable dans le film, ou c'est un parti pris de votre part? J'ai une appétence pour ça, j'aime bien. Ouais, c'est bien. C'est Chaboutet, d'ailleurs, le dessinateur, qui est vraiment un illustrateur qui est excellent. Donc lui nous a fait des dessins en noir et blanc. C'est ensuite un animateur qui a ajouté ces taches d'encre, ces textures de papier, etc. C'était une volonté de ma part, mais c'était aussi un peu une obligation. On n'est pas dans une période où il y a énormément de photos ni de films, donc pour raconter l'intimité de certains des personnages, il fallait en passer par le dessin. Je trouve que finalement le mariage, moi le mariage m'a plu. J'espère que vous aussi. Mais très beau récit, ouais. C'était un plaisir en tous les cas de travailler avec cet illustrateur-là. À la fin, vous nous donnez des nouvelles des différents protagonistes, à la fin du film. Moi, je ne suis pas tout à fait satisfait des nouvelles que vous donnez de Williams du Bois. Qu'a-t-il fait pendant cette guerre, lui? Il a incité ses compatriotes noirs à partir au front pour gagner des droits, mais lui, qu'a-t-il fait? Il s'est engagé sur le papier, hein. C'est déjà pas mal. Voilà, ouais. Non, mais effectivement, il a continué. Hein. Il a été très longtemps le porte-voix des intellectuels noirs américains, mais pendant cette guerre, non, effectivement, il est resté aux États-Unis. Lui-même ne s'est pas engagé. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Je dis une demi-bêtise. C'est pas tout à fait vrai. En 1919, donc juste après-guerre, est organisé à Paris un forum panafricain, je ne sais pas comment on appelait ça exactement à l'époque, j'ai un peu oublié moi aussi. Blaise Diagne, donc, qui est l'inventeur, hein, le recruteur donc, des forces coloniales, ouais. Et premier député africain, exactement. Il y avait aussi un député guadeloupéen, mais en tous les cas africain, oui, c'est le premier. A invité Blaise Diagne. Blaise Diagne a invité W.E.B. Du Bois pour venir à Paris pour donc ce premier congrès panafricain qui est vraiment le début d'un mouvement plus général ensuite qui s'appelait Back to Africa, où on a vraiment pris en compte, commencé à prendre en compte l'existence des Noirs à la fois en France, en Europe, aux États-Unis, etc. Cette espèce de mouvement international, j'allais dire, panafricain. Des questions? Oui, j'avais une question. Je voulais savoir si ce régiment donc, est le seul régiment américain qui a été sous commandement français, parce qu'il était composé d'hommes noirs, ou il y a eu d'autres régiments? Il y en a eu 4. En tous les cas, 4 régiments noirs. Okay. C'est une anecdote, mais les régiments blancs américains n'ont pas été sous commandement français. En fait, Woodrow Wilson, le président américain, ne voulait pas d'amalgame. Il ne voulait pas que les Américains se battent avec d'autres contingents. Donc ils ont combattu entre eux, sauf les régiments noirs il y a 372 régiments américains pendant la Première Guerre mondiale, et donc il a donné 369e, 370e, 371e, 372e. En gros, on voit à peu près l'estime qu'il avait pour ces soldats. D'autres questions? Oui. Je voulais juste vous montrer ce livre du bois que vous pouvez acheter à la découverte. D'accord. Vous avez derrière. On va donner les références. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce titre chez une romancière américaine, noire africaine-américaine, originaire du Ghana, dont un des personnages lisait pour la 4e fois ce livre-là. Alors merci. Alors, je crois que c'est la traduction de son premier ouvrage, il me semble, oui, si je dirais bien. Donc de W.E.B. Du Bois ou Du Bois, Les âmes du peuple noir, c'est le titre. Édition établie par Magali Besson à la découverte. Voilà. Il faut dire que c'est un sociologue. Hein. Son travail à lui, ça a été de militer pour la cause noire. Donc, bon, on ne peut pas lui en vouloir de pas forcément s'être engagé. La France a le beau rôle dans l'histoire, hein. Liberté, égalité, fraternité. On sait que ça reste un objectif, qu'on est encore loin du compte. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, et je le partage. On a bien retenu les leçons de ce film, mais quand on va plus loin dans l'histoire, qu'on arrive à 1945, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale,
Il y a eu la répression des Algériens à Sétif, qui a été quand même très violente, le 8 mai 1945. Donc normalement, ce qui devait être un jour de liesse, où l'armée française a tiré sur les Algériens à Sétif, ça nous renvoie, à notre propre histoire, où les comptes sont loin d'être soldés. Oui, il y a eu aussi le massacre de Tiaroy. Oui. Voilà, effectivement, il y a eu tout n'était pas rose, j'allais dire, au sein de l'armée française, loin de là. Il est vrai que cet épisode est plutôt à leur honneur, mais par la suite, effectivement, on voit bien qu'il y a eu des moments tragiques, mais il y en a déjà eu dans la Première Guerre mondiale. Les Africains des colonies qui n'ont pas eu les Africains, les Kanaks, etc. Enfin, il y a effectivement toutes les colonies ont été mises à contribution. Je viens de faire un film sur l'engagement des Kanaks. Ils étaient un millier. C'est rien au niveau du nombre, mais par rapport au symbole. Enfin, les Kanaks qui vivaient en Nouvelle-Calédonie avant la guerre étaient soumis au régime de l'indigénat comme les Africains. Terrible régime de l'indigénat où ils étaient cantonnés dans des réserves. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des outils en fer pour cultiver leur jardin. Enfin, c'était la colonie la plus abjecte en réalité. Et en plus, on les faisait voyager pour les exhiber dans les zoos humains. Il y en a eu à Paris, à Nogent, etc. Au jardin d'acclimatation. C'était des cannibales. Et en 1910 et en 1914, il a fallu leur demander de venir porter l'uniforme français. Donc je dirais effectivement la face sombre de l'armée française vis-à-vis des troupes noires. C'est clair que je le dis un peu dans le film parce que je pense que c'était nécessaire d'apporter ce contrepoint. Mais effectivement, il y a de forts sujets à raconter. Et passer par l'armée pour obtenir le droit d'être considéré comme un Français à part entière, c'est toujours d'actualité, parce que quand aujourd'hui on va dans des unités militaires qui sont sur des opérations extérieures, ce que les militaires appellent des OPEX, que ce soit en Afghanistan ou ailleurs, on voit beaucoup de jeunes gens qui sont dont les familles sont originaires du Maghreb, et puis parmi ceux qui portent les plus lourdes charges, il y a pas mal de Polynésiens, parce qu'ils sont réputés costauds, solides, etc. Sur les montagnes afghanes, on voyait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, lorsque les troupes françaises étaient très engagées là-bas, donc de solides Polynésiens qui portaient des fardeaux très très lourds parce qu'ils étaient réputés costauds, ou des Africains d'Afrique subsaharienne aussi, souvent costauds, et eux, l'impôt du sang, pour être considéré comme Français à part entière, quand on porte un nom pas très catholique, si j'ose dire, il existe encore, quoi. Donc c'est pas la ségrégation effectivement qu'on connaissait à l'époque aux États-Unis d'Amérique et qu'on a connu jusqu'aux années 60. C'est pas la ségrégation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un couloir pour les gens de couleur et un couloir pour les blancs, mais dans les esprits, il y a une forme de ségrégation qui perdure, il faut quand même bien le dire. C'est nettement plus sournois, mais c'est pas forcément. C'est plus sournois, oui. Pour revenir au sujet du film, est-ce que vous pouvez dire deux mots de la suite, c'est-à-dire la déségrégation dans l'armée aux États-Unis? Oui, c'est arrivé bien plus tard, c'est arrivé pendant la guerre de Corée, me semble-t-il, dans les années 50. Donc peut-être que je me trompe, Corée-Vietnam, allez, c'est un truc. Et non, effectivement. Après la deuxième, ça c'est sûr. Mais voilà, effectivement. C'est les années 60, c'est-à-dire c'est arrivé au moment des droits civils. Oui, c'est ça, c'était. Il me semble que c'est Truman qui. Je crois que c'est quand même un peu avant les années 50, mais je n'ai pas de certitude là-dessus. C'est pas une spécialité, donc je ne peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé, mais ça a été tardif. Ceci dit. Pour revenir au Kanak, excusez-moi, j'ai un peu un prisme, je viens de travailler là-dessus, mais on leur avait promis la citoyenneté à la fin de la Première Guerre mondiale. Ils ne l'ont pas obtenu, ils l'ont obtenu qu'en 1946, après avoir versé une deuxième fois l'impôt du sang pour la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans un climat général, j'allais dire, mondial, de décolonisation, etc. C'est l'impôt du sang. Oui. C'est le coup de torchon? C'est quelqu'un à la réponse.
Ouais, Thierry. Ouais, c'est ça. Il y a un double effet. Ouais. Si on revenait... Vous avez une question, pardon? Oui, c'était par rapport aux archives que vous avez utilisées, notamment vidéo. Est-ce que vous savez si, par exemple, les scènes de combat, ce genre de choses, c'est des archives vraiment confectionnées pendant la guerre? Est-ce que c'est un peu Non, en fait, il y a très peu de scènes de combat réels qui ont été tournées, pour plein de raisons. D'abord parce que c'était très dangereux pour les opérateurs. Ils avaient des caméras qui ne sont pas aussi légères et aussi petites qu'aujourd'hui. Donc, promener des caméras qui faisaient 20 kg avec des trépieds en bois, etc., c'était la mort à coup sûr, quoi. Donc, généralement, ce sont uniquement des scènes qui sont reconstituées à l'arrière. D'ailleurs, on le voit bien parce qu'ils se tirent tous dessus. C'est parce qu'ils ne sont pas en cercle en train de tirer. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de le faire en réel. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet du jazz, de l'influence de la musique en France et aux États-Unis? Est-ce que ça... Alors, en France, c'est clair que ça a eu une influence. Alors, tous les régiments américains avaient un orchestre. Et celui du 369e, dirigé par James Sweet Europe, n'est pas le seul qui est compté dans l'histoire de l'ascension du jazz en France. Mais disons que la personnalité de ce chef d'orchestre, de Noble Sissle, de quelques autres musiciens et des autres artistes, comme Horace Pippin par exemple, m'ont fait choisir aussi ce régiment. C'est vrai que c'est une jolie façon de raconter la guerre telle qu'ils l'ont vue et telle qu'ils l'ont vécue. L'ironie du sort, c'est quand même que le concert, le premier concert sur le sol français dans un théâtre, le théâtre Gravin à Nantes, donc d'un ensemble de ragtime, donc de jazz, ça se fait à Nantes, qui a été l'un des principaux ports négriers au monde. C'est étonnant que le jazz soit entré par là, quoi. Complètement, je crois même que c'était le jour de l'anniversaire de la mort d'Abraham Lincoln, ou quelque chose comme ça. C'était effectivement pétri de symboles cette journée-là. Mais ensuite, beaucoup de soldats noirs américains sont soit restés, soit revenus en France. Et c'est là qu'il y avait quelques jazzmen avant la guerre, hein, d'après les spécialistes. Je ne pourrais pas vous citer leur nom, mais ça a vraiment pris essor ensuite, hein, avec l'ascension du jazz à Paris. C'est l'après-première guerre mondiale, très clairement. Oui. Est-ce que vous avez essayé ou pas de rencontrer des descendants de ces soldats J'ai essayé. Notamment des descendants de Double Sissle et de James Sweet Europe. Donc il y en a effectivement qui sont là. Ça a été très compliqué pour diverses raisons. La principale, c'est qu'aux États-Unis, quand on a... ils ont des agents, ces gens-là. Et la personne qui gère leur image, leur droit, demande de l'argent. Il faut payer. Ouais, il faut payer. Ou en tous les cas, même dans ce cadre-là, où on avait quand même réussi à avoir une bonne relation, sachant que pour la première fois quasiment en France, on allait entendre parler de cette histoire. On avait réussi à établir une relation de confiance, mais ça s'est délité en fait au cours du temps, parce qu'ils demandaient toujours plus. Pas eux-mêmes, hein, je pense que c'est vraiment l'agent qui nous a causé des problèmes. En fait. Lorsque vous évoquez Jim Crow à plusieurs reprises au cours du documentaire, donc les blancs grimés en noir, vous ignoriez à ce moment-là qu'on allait rouvrir ce dossier-là avec les scandales de blackface aux États-Unis. Il y a une présentatrice de télé, de Fox News peut-être, de télé américaine, qui a eu des problèmes avec ça parce qu'elle avait dit que ça lui semblait pas être un problème, notamment à l'occasion d'Halloween, lorsqu'un blanc se grimait en noir. Donc il y a eu, ça a fait scandale. À l'époque, lorsque vous avez évoqué ça dans le documentaire, vous n'envisagez pas du tout la réouverture de ce dossier. Non, bien que les suprémacistes blancs font parler d'eux malheureusement tous les ans depuis une bonne dizaine d'années, de manière un peu plus pressante. Là, c'est vraiment très impressionnant ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Je crois avoir lu une enquête sur le nombre de Noirs tués. Je crois que c'est un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Hein. Pas seulement par la police d'ailleurs.
beaucoup par la police, mais bon, il faut dire que Black Lives Matter, ce mouvement de promotion des gens de couleur, là, finalement, ce sont les héritiers du NAACP qui existent toujours, font un travail aussi de reconnaissance et de connaissance auprès du public des faits qui interviennent auprès des Noirs aux États-Unis. Mais par exemple, quand on est noir américain, on a quand même plus de chances d'aller en prison que quand on est blanc américain. Ça, c'est sûr. Enfin, statistiquement, c'est prouvé. En France aussi. Savez-vous s'il y a eu de nombreux soldats qui sont restés après en France de ces régimes et qui ne sont pas retournés aux États-Unis? Oui, il y en a un certain nombre, notamment des musiciens qui sont restés. Certains ont fondé des familles, etc. Donc oui, c'est... Non, en fait, si vous voulez, le problème, enfin ça c'est un choix ensuite, c'est un choix de réalisation, j'allais dire. Compte tenu du temps qu'on avait aussi, tout s'explique aussi par ça, c'est que moi j'ai préféré privilégier les connaisseurs de ce sujet plutôt que... Le registre de l'émotion, il existe par la narration et par l'histoire elle-même. Les descendants n'auraient pas forcément apporté des choses plus intéressantes, pas forcément non plus les aider. Je sais qu'il y a très peu de vestiges en fait de cette époque-là, donc... Et petite curiosité, que vous ont répondu les grandes chaînes, entre guillemets, lorsque vous leur avez proposé le sujet pour le refuser? Je ne veux pas avoir de problème avec les grandes chaînes. Ah ouais, il ne faut pas insulter l'avenir. Non, en réalité, je n'étais pas là au moment des rendez-vous, c'est le producteur qui fait ce travail-là. Non, il est certain, si vous voulez, que le succès qui intervient après la diffusion montre que finalement, c'est dommage qu'ils aient été réticents, mais on sait bien qu'un sujet sur les Noirs de la Première Guerre mondiale, etc., c'est un sujet qui, a priori, ne va pas rassembler un public important, a priori. Et donc, voilà, ça fait partie ils préfèrent privilégier les histoires de Français, de Françaises. Voilà, c'est... Voilà. Enfin, il y a aussi une façon plus simple de raisonner, c'est qu'entre eux, ils doivent partager un budget, et peut-être qu'ils téléphonent entre eux, ils disent c'est plus une histoire pour François, donc laissons François prendre. Il ne faut pas non plus être toujours diabolique. Hein. Non, mais vous voyez exactement pourquoi je ne voulais pas répondre à cette question. C'est simple que ça, quand même. C'est parfois... Non, mais comme je ne suis pas dans le secret des chaînes, etc., je n'en sais rien. Il semblerait que là, justement, l'inflexion de France Télévisions arrive à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un responsable de l'histoire qui va dire cette histoire est plus pour France 5, pour France 3, pour France 2 ou des plateformes, et c'est très bien comme ça. Ouais, là, il se trouve que voilà, il y a un responsable d'histoire pour chaque chaîne et que ça n'a pas marché. Après, moi, il y a hors de question, je me tire une balle dans le pied en répondant ça. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il a été programmé par France O, ce film d'ailleurs, a-t-il eu de la presse avant Il y a une presse excellente sur ce sujet. Évidemment, ça attire l'attention des autres diffuseurs. Ça. Oui, absolument. Et puis je crois qu'une fois que François effectivement l'avait diffusé, effectivement, l'information a circulé. J'allais dire. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, par exemple, dans les chaînes régionales de France 3, l'intérêt des chaînes a été exactement le parcours géographique des Harlem Fighters en France, c'est-à-dire Bretagne, Pays de la Loire et jusqu'au Grand Est. Ah ouais. Donc ça, c'est assez marrant. Je ne sais pas si les Hauts-de-France l'ont pris, je crois que oui. Et on suit vraiment la géographie des Fighters. Donc, bon, c'est normal, on a envie d'intéresser son public aussi. Et quand vous parlez d'Arte, Arte va le prendre? Arte le distribue, c'est-à-dire que... On trouve en vidéo alors sur Arte. Non, on ne le trouve pas en vidéo. Enfin, on le trouve en vidéo aussi. Je pense qu'il est encore en replay sur le site de France Télévisions. Et Arte le représente à l'international. Arte le distribue, ça veut dire qu'ils se sont engagés à essayer de le vendre à l'étranger. Voilà. Mais c'est dans une version plus courte, de 52 minutes, qui est plus facile à vendre, j'allais dire, à l'étranger. 90 minutes, c'est un format qui existe en France. Je ne sais pas si beaucoup de pays le font. Bon, moi, voilà, on sent 80 minutes, c'était nécessaire pour tout raconter, et encore, c'est dense. Votre film, vous l'aviez déjà vu sur grand écran avant C'est la deuxième fois, j'avais la chance de le voir à Nantes. C'est vrai que c'est fabuleux, hein. Franchement, c'est une émotion terrible de voir un film qu'on C'est mieux que sur un téléviseur ou un ordinateur. C'est sûr. Et en public, c'est génial. Ouais. Oui, absolument.
ça aurait perturbé, je pense, la fluidité. Ceci dit, les reconstitutions, oui, ce sont des reconstitutions, mais qui sont faites quand même en temps réel. Hein. Je veux dire, c'est quand ils sont à l'arrière. Avec les vrais acteurs de l'histoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que... En fait, toutes les images qui proviennent de l'ECPAD, donc le service cinématographique des armées, sont quasiment toutes des reconstitutions. Après, quand on voit les scènes d'explosion et tout ça, voilà, on peut suggérer, on peut deviner que ce sont des scènes réelles. Mais sinon, toutes les scènes où finalement on voit les soldats courir, tirer, etc. Là, on est sur des reconstitutions. C'est difficile pour moi de vous dire image par image si c'est. Il y a un documentaire là-dessus, là, qui a 2-3 jours, à l'occasion des événements, là, qui est paru sur Arte ou sur. Enfin, on peut l'avoir en replay. Hein. Est-ce que d'où viennent les images de guerre, comment elles sont reconstituées, et ça correspond tout à fait à ce que vous dites. Mais en effet, c'est des reconstitutions en majorité qui sont faites sur le terrain, juste sur le terrain, donc au moment de la guerre. Quoi. Avec les moyens de l'époque. Avec les moyens de l'époque. C'est pas refait maintenant, c'était fait juste après la guerre. Ouais, on n'avait pas encore inventé le smartphone. Oui. Relativement au travail du dessinateur, est-ce qu'il a réalisé uniquement les images qui apparaissent dans le film ou il y a une BD en tant que telle sur le film? Non, il y a uniquement les images qui appartiennent, qui sont dans le film. C'est vraiment un travail inédit qu'il a fait pour nous spécifiquement. Il n'y a pas l'intention de... Non, Christophe Chaboutet est quelqu'un qui a son propre... Il l'a fait parce qu'on s'est rencontrés, on s'est bien entendu, mais c'est quelqu'un qui ne travaille jamais avec un scénariste, qui travaille seul, dans son coin, dans son petit refuge sur l'île d'Oléron. Il n'est pas du tout dans ce type-là de... J'allais dire, la guerre l'intéresse peu, il est sur d'autres thématiques. Là, il l'a fait pour nous, j'allais dire, de manière très amicale. Il a été payé pour ça, bien évidemment. Mais je veux dire, les dessins sont là. Et les dessins que vous avez vus sont retravaillés, j'allais dire. Lui nous a fait des dessins en noir et blanc, qui sont ensuite colorisés et animés par un graphiste. Juste une dernière question pour se quitter, je crois. Est-ce que vous avez des regrets après le montage de séquences que vous avez dû sacrifier et que vous auriez aimé laisser? Dans le 52, oui, c'est dans la version 52 minutes, oui, parce que par exemple Horace Pipine, qui pour moi est vraiment un personnage important, disparaît totalement parce que c'est difficile de casser la narration de tous les autres, il faut faire des choix. Noble Cecil aussi. Bon voilà, donc effectivement, ce sont des choix compliqués à faire après coup. Mais dans toute la matière que vous aviez, sur 1h30, vous n'avez pas fait trop de sacrifices. C'était fait au cordeau. Ça fait gros, ça. Non, j'ai pas le sentiment d'avoir dû abandonner quelque chose à regret. Mais après, malgré tout, ça remonte à presque un an. D'accord. Montage, donc là, d'autres choses se sont passées. Peut-être que j'ai refoulé certains regrets. Voilà. C'est bien comme ça. Magnifique. Oui, Merci. Merci.